Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Yacine Jassiri, qui est en postdoc ici au Latmos et qui va nous parler d'exoplanètes. Ok, bah merci beaucoup de m'avoir invité. En effet, je vais vous parler un peu de mon travail et avec bien sûr d'autres personnes, hein, c'est pas que mon travail, sur la photochimie d'une planète en particulier, une exoplanète tempérée. Donc moi je travaille pas sur le système solaire comme la plupart des gens au Latmos, mais ça reste des planètes et qui peuvent aussi être tempérées. Et donc c'est K2-18b. Donc on va voir un peu ce que j'entends par photochimie et ce que j'entends par exoplanète tempérée, en particulier qui est K18b. Donc, je voulais faire un petit rappel au cas où, juste pour qu'on se mette tous sur la même page. La photochimie, c'est donc l'interaction du rayonnement avec les molécules. La molécule va absorber le rayonnement, ça va casser la molécule. On va avoir une molécule, par exemple, d'ozone ou trois oxygènes qui va se séparer en deux oxygènes et un oxygène. Et donc là, le rayonnement, il va passer à travers l'atmosphère. On va faire de la photochimie tout au long de l'atmosphère jusqu'à ce que le rayonnement soit absorbé. Et donc, ça va induire plein de réactions photochimiques. Et en particulier, quelque chose qu'on connaît bien ici au Latmos, ça va être aussi la production de brumes photochimiques. Qu'est-ce que c'est les brumes photochimiques? C'est au final cette photochimie qui va par exemple ici donc casser du méthane pour former du CH3 et de l'hydrogène. Alors, ce méthane va pouvoir réagir, tous ces radicaux vont être très réactifs et construire des chaînes carbonées qui au final vont créer des particules dans l'atmosphère. Et donc c'est ça qu'on appelle des brumes photochimiques. Donc c'est des particules qui sont initiées par la photochimie. Vous voyez voir que c'est ces deux points importants que j'explore dans l'exoplanète K2-18b. Donc K2-18b, qu'est-ce que cette planète? Ici, vous pouvez voir la planète. Bon, c'est une vue d'artiste, évidemment. Mais ce qui est représentatif, c'est justement son étoile, qui est une étoile qui est plus petite, qu'on dit une naine rouge, plus petite que le Soleil, donc qui émet de la lumière plus vers le rouge, qui est plus froide aussi, donc qui émet de la lumière plus vers le rouge par rapport au Soleil. Et pourquoi on appelle ça une sub-Neptune tempérée, mini-Neptune tempérée? Parce qu'elle a un rayon qui est entre la Terre et Neptune, donc d'environ 2,4 rayons terrestres, et elle a une distance de l'étoile qui fait que sa température est d'environ 300 Kelvin, donc qui est comme la Terre. Et donc, bien sûr, une planète tempérée autour d'une étoile autre que la nôtre, ça a suscité beaucoup d'intérêt pour toutes ces questions de vie dans l'univers. Donc, c'est pour ça que K2b a été beaucoup étudié. En particulier, une théorie veut que il y ait un océan liquide à la surface de cette planète. Et comme c'est une planète qui est plutôt type mini-Neptune, donc c'est quand même une atmosphère riche en hydrogène. Donc en gros, une théorie visant à montrer que sous une atmosphère riche en hydrogène, on a une surface avec un océan liquide. Donc comment on peut au fait réussir à savoir ça? Comment on peut caractériser, détecter l'atmosphère de ce type de planète? C'est petit rappel, la spectroscopie, bien sûr, au cœur de tout ce qu'on fait. Euh, on appelle de la spectroscopie de transit, c'est-à-dire que quand la planète va passer devant l'étoile, on va avoir une diminution du flux de l'étoile, et en fonction de la longueur d'onde à laquelle on regarde, cette diminution va pas être la même. Pourquoi? À cause de l'atmosphère. En fait, l'atmosphère, si elle a des molécules qui absorbent à ces longueurs d'onde, bah, elle va rendre le disque plus opaque. Donc en fait, on va avoir l'impression d'avoir une planète qui est plus ou moins, avec un rayon plus ou moins brun. Et donc en fait, si on rapporte ces rayons en fonction de la longueur d'onde, on a les premières observations en 2019 de l'atmosphère de K2-18b avec le télescope Hubble. Et donc, vous voyez ces variations de rayons qu'on observe, qui sont liées à la variation de flux, bien sûr. On peut les attribuer à l'absorption de l'eau. Parce qu'on connaît aussi l'absorption de l'eau, on caractérise ça par des mesures expérimentales ou théoriques. Et on arrive à associer, donc en 2019, une absorption de l'eau à ces variations. Mais 2 ans plus tard,
2 ans plus tard, une autre équipe montre que ces variations peuvent être associées aussi à une absorption du méthane. Et ce qui appuie le fait que ce soit plus du méthane que d'eau, ce qui se trouve qu'en fait, sur cette gamme de longueur d'onde qui n'est pas finalement très grande, entre 1 et 2 microns, bah, il se trouve que l'eau et le méthane absorbent de la même manière. Et donc, ce qui va appuyer le méthane par rapport à l'eau, c'est que dans cette étude, nous avons utilisé un modèle photochimique, bien sûr, on en revient à l'importance de la modélisation photochimique, pour montrer qu'en fait, dans ces conditions de température, irradiation, c'est plutôt le méthane qui serait dominant par rapport à l'eau. Et donc vient à la rescousse encore 2 ans plus tard, en 2023, les premières observations du JWST, le James Webb Space Telescope. Hop, on a une large gamme, cette fois-ci entre 0,6 jusqu'à 5 microns, où on voit la gamme de d'HST qui est tout ridiculement petite par rapport au JWST. Et là, donc on a une meilleure contrainte et on peut enfin séparer, enfin identifier euh, si c'est de l'eau ou du méthane grâce aux autres bandes d'absorption. Et on montre que c'est bien du méthane, donc merci les modèles photochimiques. Et par contre, qu'est-ce qu'il en est des autres molécules? Il y a une tentative avec les premières observations de CO2, mais qui n'est pas claire. Puis récemment, c'est pas les données que j'ai utilisées vu que c'est sorti après, mais récemment, il y a eu d'autres observations qui ont finalement pu confirmer la présence de CO2 avec cette bande qui à l'œil peut paraître évidente, mais qui statistiquement n'était pas non plus confirmée. Donc c'est bien, on a 2 molécules. Bah, qu'est-ce qui se passe pour tout le reste en fait? Qu'est-ce qui se passe pour tout le reste? Et c'est là qu'on va avoir l'aide, encore une fois, des modèles photochimiques qui vont pouvoir lier justement ces espèces qu'on observe avec tout le reste de la chimie. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour modéliser la photochimie? Il nous faut des paramètres d'entrée. Quels vont être ces paramètres d'entrée? On va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des points importants pour la photochimie, c'est le rayonnement de l'étoile. On va commencer par mettre en entrée le rayonnement de notre étoile. Donc ici, par exemple, c'est une étoile qui n'est pas le Soleil, donc on a des modèles stellaires avec quelques observations, on combine tout ça, et on a un rayonnement. Ensuite, très important pour la chimie, ça va être les conditions de température qui vont être liées à la cinétique chimique, tout notre réseau de réactions chimiques. Ensuite, on est dans une atmosphère, donc il y a du transport. Donc ça, c'est un paramètre qui, dans ce modèle 1D, est ajustable, puisqu'on ne connaît pas forcément parfaitement le transport dans ce type de planète. Et enfin, le cœur de la chimie, bah, il nous faut la composition en brut. Est-ce qu'on a une atmosphère avec que du carbone, que de l'oxygène, des mélanges? Et donc c'est là qu'on peut imposer des paramètres comme le rapport du carbone sur l'oxygène ou ce qu'on appelle la métallicité, qui est juste tous les autres éléments par rapport à l'hydrogène. Et donc, une fois qu'on met tout ça en entrée, en sortie, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre profil, c'est-à-dire l'abondance de toutes les espèces en fonction de l'altitude, euh, pour le méthane, l'eau, CO2, etc., etc. Et donc, on peut faire varier ces paramètres et avoir toutes ces variations verticales dans l'atmosphère pour ces espèces. Donc, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce qui est fait avant? Donc là, j'ai utilisé le modèle de chimie, on dit hors équilibre, Frekel. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce que je vous ai montré aux modèles, aux études qui ont découvert le CO2, le méthane? C'est que eux, pour leur détection et pour évaluer grossièrement les quantités de ces espèces, ils font une approximation très simple. C'est un profil constant. Et ils font varier et puis voilà. Ils voient si ça match les observations. Mais derrière, avec la photochimie, bah, ça va détruire les molécules plutôt dans l'atmosphère, vu que le rayonnement il arrive en haut de, de l'atmosphère. Si on prend en compte les variations de température, bah, ça va modifier notre chimie, notamment profondément dans l'atmosphère, où la température est chaude, par exemple pour le méthane, on va avoir tendance à avoir beaucoup de méthane. Et enfin, bah, le transport va un peu mélanger tout ça et va un peu verticaliser l'abondance entre cette transition entre
conditions très chaudes et les photochimies en haute atmosphère. Donc au final, si l'endroit où on sonde l'atmosphère, c'est-à-dire là où ça devient opaque quand on passe en spectroscopie de transit, bah, se trouve plutôt dans un endroit où le profil est plutôt vertical. L'approximation d'un profil constant est pas trop mal et on peut estimer plutôt bien les abondances. Et on voit que, par exemple, sur des espèces qui vont sonder plus haut, on va être dans des gradients d'abondance et donc on va être pas forcément erroné. Enfin, on va pas être, justement, on va être plutôt erroné et pareil si on sonde plus bas. Donc pour le modèle, qu'est-ce que j'ai fait pour justement utiliser le modèle photochimique pour essayer d'ajuster les observations? J'ai fixé le spectre de l'étoile grâce à ce qu'on peut trouver dans la littérature et aussi le profil de température pour faire une étude plus rapide et efficace que tourner des modèles couplés, ça prend du temps. Et ici, bah, j'ai utilisé un modèle radiatif qui me prédit la température moyenne de K2-18b. Et j'ai fixé ça pour faire varier trois autres paramètres, qui sont le transport, qui ça, a priori, bon, on ne sait pas trop quelle est la valeur exacte du transport, mais on a des ordres de grandeur, et ce qui nous permet un peu de faire varier ce paramètre. Et surtout, donc, ce qu'on appelle la métallicité et la rapport Cesio. Donc, si on revient un peu sur ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme je vous ai dit, une métallicité qui est faible, bien comprendre ce que c'est, ça va être plutôt une atmosphère type Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'hydrogène, là où c'est l'hydrogène, et par rapport aux éléments lourds. Si on augmente la métallicité, en fait, on va arriver vers des planètes plus telluriques, avec des atmosphères fines, avec très peu d'hydrogène et beaucoup d'éléments lourds, carbone, oxygène, azote, etc. Et maintenant, à une métallicité donnée, si on augmente le rapport C/O, c'est-à-dire qu'on va faire varier en fait la quantité d'oxygène par rapport à la quantité de carbone, et donc on va avoir tendance à avoir plus de carbone que d'oxygène dans l'atmosphère. Donc typiquement Titan beaucoup plus riche en carbone que Titan, qui se structuré plutôt par la fois. Donc avec beaucoup de carbone et peu d'hydrogène dans l'atmosphère. Et donc les mini-Neptunes, on s'attend un peu. Donc ça, c'est une tendance très système solaire. Donc on n'a pas de tendance dérivée des exoplanètes. Donc c'est quelque chose qui est toujours à vérifier. Mais globalement, on peut s'attendre à avoir une métallicité qui est plutôt entre les deux pour les planètes de type mini-Neptune. Donc une fois qu'on a fixé tous ces paramètres, qu'on a les profils verticaux des différentes abondances des différentes planètes, ben, on va pouvoir utiliser un modèle pour simuler du coup à quoi ressemble le spectre d'absorption, enfin, ouais, le spectre en transit de notre planète. Donc là, je vous ai remis les données en noir du JWST et en bleu, vous avez par exemple un modèle avec certains paramètres de, de, de métallicité, CSUO et de transport. Et donc, je fais varier les paramètres sur une large gamme. Donc, pour vous, ça vous dit probablement rien. Mais bon, la métallicité, la référence 1, c'est solaire. Donc, on a des métallicités assez larges. Le rapport C/O, donc, en général, le solaire, on est à 0, autour de 0,5. Donc là, 100, on est déjà très élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer. Et bon, le KZL, ça vous dit rien, mais bon, vous me faites confiance, c'est des valeurs à peu près cohérentes avec ce qu'on peut modéliser. Et donc, au final, on fait varier tous ces paramètres. J'ai utilisé une méthode statistique, donc de Ki2, pour ceux qui connaissent, pour évaluer la significance du modèle par rapport aux observations. Et au final, à 3 sigma, c'est-à-dire une erreur classique, on peut dériver les paramètres qui ajustent le mieux les observations. Donc là, en gris, vous avez donc l'erreur à 3 sigma des spectres qui, euh, qui ajustent les observations. Et une question? Non, c'est bon? Ok. Euh, 3.
C'est beaucoup, pas beaucoup. Ouais, c'est pas mal, ouais, mais non, bah, justement. Ok. On va en discuter. Et en rouge, je vous ai mis un spectre, la ligne plate avec laquelle on essaye aussi d'ajuster le modèle et avec lesquels on compare pour vérifier qu'en fait, juste une ligne plate ne permet pas aussi d'ajuster le modèle, qui voudrait dire qu'en fait, ce qu'on a, c'est juste du bruit et pas forcément des signatures spectrales. Donc là, on voit que les modèles, c'est bien mieux qu'un spectre plat. Donc on confirme déjà qu'il y a bien une atmosphère. Et ensuite, on peut dériver la métallicité, le rapport Suro et le KZZ. Donc, ce que vous ne voyez pas encore ici, mais qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces variations? Il se cache donc des molécules qui absorbent. Donc ici, je vous ai mis les contributions majeures. Donc vous voyez en fait, donc là, plus c'est haut et plus ça contribue au spectre. Donc là, il y a le méthane principalement. Et après, il y a le CO2 et le CO, donc qui sont pas vraiment très bien contraints. Mais en fait, vous voyez qu'au final, toutes ces variations sont dues principalement au méthane. Mais derrière, en fait, on a la contribution de plein d'autres molécules qui sont juste, leurs contributions sont mineures par rapport au méthane. Et comme au final, le méthane est la molécule la dominante, bah, le rapport C/O n'est pas vraiment contraint. On a plutôt une valeur du coup inférieure qui nous tend à dire qu'on a un rapport C/O qui est plutôt élevé par rapport à ce qu'on observe en général. Donc, ce qui est assez surprenant. Mais bon, il faudrait en vrai plus de contraintes sur d'autres molécules pour dériver plus précisément ce rapport C/O. Aussi, du coup, ce qu'on peut faire, c'est donc là, c'est des contributions sur le spectre observé, Comment mais tu calcules la contribution justement ici? on fait un modèle en gros, on a nos profils verticaux Mm. et en fait, on fait une modélisation de transit, c'est-à-dire qu'on fait du transfert radiatif pour voir à quel niveau chaque espèce absorbe et on rajoute c'est une Et tu somme. rajoutes des espèces par contre. Globalement, ouais. En première ordre, c'est un peu ce qui se passe. Bien sûr, on les absorbe tout en même temps, normalement, mais en gros, si les contributions individuelles, c'est c'est à peu près ça. Du coup, toutes ces espèces, leurs contributions, on peut aussi voir quel est leur profil verticaux qui sont dérivés, en fait, qui correspondent à ces contributions, et aussi selon l'incertitude au 3 sigma. Donc là, vous voyez un gros tas de molécules avec leurs incertitudes à 3 sigma. Vous voyez que les molécules minoritaires vont avoir plutôt une grande incertitude. Mais bon, principalement, on va se concentrer sur le méthane, que vous voyez ici en bleu, donc on voit qu'il est plutôt constant. Peut-être vous voyez, mais en fait, si on diminue le transport, on commence à voir en fait la photolyse du méthane qui détruit le méthane dans l'atmosphère. Mais en fait, globalement, dans nos conditions, on a un profil de méthane qui est plutôt constant. Donc c'est pour ça que on n'arrive pas à dériver en fait une valeur de transport parce qu'au final, le transport va pas forcément modifier le profil de méthane. Euh, donc au final, ça donne pas de contraintes fortes sur le résultat. Et surtout, le méthane est très abondant. Donc il est trouvé très abondant, ce qui explique qu'on a une métallicité qui est autour donc, de 250-300, qui au final match plutôt la relation masse-métallicité qu'on peut avoir dans le système solaire. Donc c'est assez cohérent. Il n'y a rien il y a rien de nouveau au final dans ça. Plutôt au contraire, on va dans le sens de ce qu'on observe dans le système solaire. Pour les autres molécules, on peut en fait voir aux altitudes autour de l'altitude moyenne sondée. On peut voir l'abondance et leur barre d'erreur. Là, que je vous montre donc les barres d'erreur de différentes molécules autour de ces altitudes sondées. Et en fait, tout ça pour vous montrer qu'au final, toutes les molécules qu'on peut retrouver à 1%,
à plus d'1%, au final, on peut avoir de l'eau, du CO, du C2H4. C'est toutes des molécules qui en fait se retrouvent à plus de 1%, mais juste qu'on ne peut pas, qui sont cachées par les autres, enfin, notamment la signature du métal. Donc en fait, on ne peut pas dire que ces molécules sont pas présentes, juste en fait, elles sont pas observées. Et pourquoi je vous dis ça, en particulier pour le NH3, où on voit qu'on peut arriver jusqu'à 0,1%, euh, qui a été, en gros, qui n'est pas détecté dans le spectre et qui a été utilisé par les études précédentes pour justement justifier, on revient à l'histoire initiale, de la présence d'un océan à la surface. Donc cette déplétion en azote qui justement dit que le NH3 se dissout dans les océans. Bon, bien sûr, il y a d'autres théories aussi qui vont contre ça, en disant que ça peut se dissoudre aussi dans un océan de magma. Donc, globalement, tout ça va dans le sens que bah, on n'a pas du tout, ça ne justifie en rien cette présence d'océans à la surface, d'océans d'eau liquide. Euh, et donc, au final, c'est assez compatible, enfin, c'est compatible avec ce scénario qui n'est pas un océan d'eau liquide. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque 2 ans après les premières observations du, du, du JWST de K2-18b, donc ces observations entre 1 et 5 microns, on a des observations au-delà. Après 5 microns, de 5 à 12 microns, donc de l'instrument MIRI, du JWST. Et là, je vous épargne le débat sur la détection de molécules tout vivants, etc., etc. Mais je vais plutôt vous mettre le focus sur la différence qu'on observe dans l'amplitude des, euh, des features, des signatures. Donc là, les deux ne sont pas à l'échelle, mais les flèches, là, je les ai mis à l'échelle. Où en gros, on voit que l'amplitude maximale sur ces observations-là vont être beaucoup plus faibles que les amplitudes qu'on semble observer dans les données de MI. Et donc, je me suis penché sur ce problème. Donc, si on reprend juste les données de MIRI déjà, et qu'on met le meilleur modèle de chimie au équilibre qu'on a dérivé avec les observations de 1 à 5 microns. Donc, c'est le modèle en noir ici. Donc, on voit la contribution du métal qui continue entre 5 et 12 microns. On voit aussi au final qu'on a un peu de NH3, mais bon, c'est pas forcément très clair. En tout cas, par rapport aux observations, donc là, c'est pas un fit, hein, j'ai juste repris le meilleur modèle, le meilleur ajustement entre 1 et 5 microns, et je l'ai continué de 5 à 12 microns, sans ajuster les opérations, juste pour voir ce que ça donnait, est-ce que c'était cohérent. Ben, on voit que c'est plutôt plat, et que si on essaye de, de, d'inverser, de retrouver les, les molécules dans ce spectre d'une manière indépendante, ben, on a plutôt donc l'observation, la simulation, le modèle en bleu avec des amplitudes beaucoup plus grandes. Ça, c'est ce que nous donne un modèle indépendant, pas forcément de photochimie. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a cette incohérence si on prend les données euh, entre 1 et 5 microns par rapport à si on essaie d'étudier indépendamment ces données entre 5 et 12 microns. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème, j'ai pensé à une contribution dont je vous ai parlé au départ, des brumes photochimiques. Donc, les brumes photochimiques, quel effet ça va avoir sur l'atmosphère? Euh, Vous connaissez très bien en Atmos le cas de Titan. Qu'est-ce qui se passe? On a donc le rayonnement UV qui va produire tout un tas de brumes photochimiques. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir du coup une couche d'aérosol dans l'atmosphère. Et comment ça va jouer sur nos observations? Bah, quand je vous ai dit au départ comment on mesurait ces variations justement dans le spectre pour caractériser les atmosphères d'exoplanètes, c'est une variation de rayon qui dépend du coup entre le rayon minimal qu'on peut avoir et les rayons maximaux qu'on peut avoir. C'est ça qui va contrôler nos amplitudes des signatures. Et donc si on a une surface qui est tout en bas, ben, on va avoir une amplitude
possible entre la surface, qui est le cœur solide, par exemple, ou le cœur opaque, disons, pour des atmosphères hydrogénées, où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Le rayonnement, juste au bout d'un moment, il a complètement absorbé. Donc on a ce cœur opaque, et après on peut faire varier en fonction de la tension des molécules sur cette échelle de hauteur, au final. Mais si on a une couche de brume photochimique, alors ce cœur opaque, il va être beaucoup plus haut. Et au final, l'atmosphère qu'on va pouvoir sonder va être beaucoup plus petite, enfin l'amplitude en tout cas va être plus petite, et donc on va avoir des signatures qui vont être plus écrasées. L'amplitude va être plus faible. Et donc, il se trouve que ce phénomène n'est pas et longueur dépendant. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais ça dépend de la longueur d'onde. Et donc en particulier, ce que j'ai fait pour essayer d'étudier ça, c'est utiliser les opacités de brume photochimique calculées, enfin produits en laboratoire, donc au Latmos avec Ampre. Donc ça, c'est le travail de Thomas Adrant, qui était en thèse avant au Latmos, et donc qui a produit ces brumes photochimiques dans différentes conditions et qui a dérivé les propriétés optiques pour pouvoir ensuite être appliqué et calculer l'absorption de ces brumes dans les atmosphères d'exoplanètes. Et en particulier, il a produit donc des atmosphères, des brumes pas seulement Titan, mais des brumes vouées à caractériser enfin, qui sont dans des conditions plutôt exoplanètes. C'est-à-dire, par exemple, sans azote, avec de l'hydrogène, qui sont plus caractéristiques au final de ce qu'on peut observer dans ce type d'objets que sont les mini-Neptunes. Et donc au final, si on utilise ces données optiques et qu'on compare donc, les contributions qu'on peut avoir par rapport aux observations, donc là je pars des courtes longueurs d'onde, donc là c'est différents brumes dont a dérivé les propriétés optiques Thomas, et on voit qu'en fait on a cette tendance courte longueur d'onde, bon, si on va dans le sens qui tend à écraser plus on va vers les longueurs d'onde, plus ça aplatit, on a cette pente qui va aplatir davantage les signatures. Et si on va à plus longue longueur d'onde, en fait, on va voir qu'on va avoir plutôt des contributions en fait de ces brumes, donc de ce qui a été incorporé dans les brumes. Donc, par exemple, ici, on va avoir tout ce qui est incorporation d'azote dans les brumes qui vont avoir des bandes, qui vont aussi avoir des signatures. Et ce qu'on va voir ici, là, c'est plutôt des bandes CH. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est que dans tous ces composés qu'a fait Thomas, c'est un composé plutôt de type exoplanète qui va réussir à avoir qui va matcher le mieux aux observations avec en particulier donc ces bandes CH qui vont aussi être sur les signatures observées et surtout l'absence de ces bandes nitrogènes qui ne correspondent pas avec ce qu'on peut observer dans les observations. Et donc, si on fait un ajustement complet avec tout le modèle, si je vous montre le résultat de l'ajustement complet, donc là, on a les premières observations entre 1 et 5 microns, et au-delà, entre 5 et 12 microns. Donc, on voit que le meilleur ajustement, au final, il est statistiquement un peu meilleur, mais non plus pas trop meilleur, hein. Donc, globalement, ça veut, ça veut dire que on peut pas être confiant non plus dans la présence de brumes. On peut pas dire à 100% on est sûr qu'il y a des brumes, mais le modèle est quand même un peu meilleur qu'avant. De manière, quand je parle ça, c'est toujours avec des statistiques bayésiennes derrière. Et au final, on voit du coup cette contribution des, des tolins, des brumes photochimiques au spectre. Euh, Donc même si là on voit qu'on ne reproduit pas non plus très bien les amplitudes, ça semble quand même un peu améliorer le modèle. Et la grande différence qu'on ne voit pas ici sur ce, sur ce graphique, c'est qu'en fait, si on reprend les observations d'avant, le plot que je vous ai montré au début, en fait, peut-être vous n'avez pas remarqué, mais sur les observations entre 1 et 5 microns,
Bah, le bas de l'atmosphère, il était à ce rayon. Alors que maintenant, avec les brumes, bah, comme on modélise toute cette structure, bah, le bas de l'atmosphère, bah, il est beaucoup plus bas. Et donc, on a ce qu'on appelle une dégénérescence, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux cas possibles. Un cas où on avait sans brume une surface, entre guillemets, pour ce type de planète, une surface beaucoup plus haute, avec une abondance de méthane, de CO2 qui était très élevée. Ici, avec la présence de brume photochimique, la surface va être beaucoup plus basse, juste il va y avoir une couche de brume. Et donc, en fait, comme l'atmosphère, comme la surface est plus basse, on a besoin d'une abondance en méthane et molécules lourdes de manière générale, donc le CO2 aussi, CO2 aussi, qui est beaucoup moins importante. Donc en fait, ça veut dire c'est la dégénérescence entre métallicité et brume photochimique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une métallicité plus faible avec la présence de brume, vu qu'en fait c'est les brumes qui vont écraser le spectre, alors qu'au final, si on n'a pas de brume, ben, on va avoir besoin d'une métallicité plus forte pour écraser le spectre. Donc c'est la différence qu'on a entre une atmosphère terrestre toute petite et une atmosphère Jupiter très étendue. Et donc, on observe cette dégénérescence, et comme le modèle euh, favorise un peu, mais pas trop non plus, on peut pas vraiment conclure sur quel est l'un par rapport à l'autre, quel modèle est vraiment le meilleur. Et en particulier, on observe aussi donc ce mélange de signatures, au final, cette signature qui est ici, qui est une contribution mutuelle à la fois des- du méthane et des brumes photochimiques. Et on a cette forte dégénérescence. On ne peut pas, on peut pas, Tangle, on peut pas on peut pas trancher entre l'un ou l'autre. Surtout qu'au final, le modèle de Tollins qu'on inverse, ben, c'est assez cohérent. On a une couche qui est située autour de 1 Pascal avec une épaisseur entre 10-2 et 10 puissance 2 Pascal, une taille de grain autour de 22 nanomètres et une densité euh, qui sont au final, tout est cohérent avec ce que peuvent prédire les modèles. Donc c'est plutôt compatible. Donc on se dit pourquoi pas au final, vu que modèle et ajustement de l'observation semblent donner la même chose, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire. Et ce qui est important derrière tout ça, c'est qu'en fait, savoir si ou pas il y a des brumes, ça nous informe sur la métallicité, mais aussi ça a des conséquences sur l'atmosphère, puisque ici, c'est la température qu'on ajuste pour le modèle sans brume photochimique. Donc là, vous voyez que l'atmosphère profonde est plutôt chaude. Donc là, on est à 10 bars, tout en bas du plot. Et l'atmosphère observée, donc plutôt haute, là on est sur des températures qui peuvent descendre même à 100 Kelvin, donc c'est une atmosphère plutôt froide. Et au final, si on ajuste aussi des brumes photochimiques, on va avoir une température inversée qui est beaucoup plus chaude. Donc ça change complètement la structure de l'atmosphère. Et c'est par exemple un point, si on arrive à avoir de l'émission thermique, ce qui est compliqué pour des planètes froides, mais si on arrive à avoir des contraintes sur le thermique, on peut peut-être réussir à un peu trancher entre ces différents scénarios. Donc j'en arrive un peu à la question de final, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'atmosphère de K2-18b? On va pas dire rien non plus, mais globalement, la seule chose dont on peut être sûr, quasiment sûr, hein, c'est jamais, mais c'est la présence de CH4 et CO2. Les abondances exactes, tout ça, il y a encore besoin de travail et de plus de données. Est-ce que on a un rapport C/O qui est plutôt élevé? Est-ce qu'on a une métallicité qui est plutôt élevée ou pas? Est-ce qu'on a la présence de Haze? En fait, on a vu dans ces différents scénarios qu'il y a des compatibilités entre la présence de Haze et le rapport C/O élevé, parce qu'en fait, cette production de brume photochimique, bah, plus on est riche en carbone et plus on favorise cette production de, de brume photochimique. Donc, c'est le lien que je fais entre cette première étude que je vais montrer et cette deuxième, c'est-à-dire que le fait qu'on ajuste un rapport
carbone-oxygène plutôt élevé et aussi cohérent avec la présence de brume photochimique. Donc ça va dans le même sens. Par contre, si on a une forte métallicité qu'on a vu qui était plutôt cohérent avec les tendances qu'on observe dans le système solaire entre masse, métallicité, bah, c'est plutôt en défaveur de la présence de brume photochimique. Mais au final, si on veut avoir une vraie contrainte sur la pensée sur eau, bah, il va nous falloir plus d'observations pour vraiment détecter d'autres molécules et contraindre un peu mieux ce ratio. Et pour la métallicité, c'est pareil, il faudra peut-être des observations plus précises dans les plus courtes longueurs d'onde. Là, on a vraiment cette tendance, cette pente pour un peu mieux contraindre cette présence ou non de brume. Donc, enfin, la conclusion est toujours la même. Donnez-nous plus d'observations, toujours plus précises, etc. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie.